Mesdames et messieurs, ce dimanche 27 avril 2025, nous poursuivons toujours notre marche d'analyse de ce qui fait l'actualité en République du Bénin et la quatrième destination, comme vous pouvez déjà le constater, qui justement est consacrée au duel, qui permet justement aux acteurs des partis politiques d'opiner sur des questions ayant marqué l'actualité prend ainsi son envol avec en studio ce matin Ruben Abadagan. Ruben Abadagan, il est membre du parti de l'opposition Force Cori pour un Bénin émergent, analyste politique également. Ruben Abadagan, bonjour. Bonjour Monsieur Mathieu, merci pour l'invitation. Merci surtout pour la disponibilité. Merci à vous. Voilà, avec vous, nous allons encore passer en revue quelques faits qui ont marqué l'actualité cette semaine. Et en face de vous, ici, ce dimanche matin, Meda Consenon. Meda Consenon, il est un juriste doctorant en droit, membre du bureau politique du parti Union progressiste, le Renouveau. Meda Consenon, bonjour. Bonjour Monsieur Mathieu. Merci de vous pour rendre l'invitation. disponible pour nous ce matin. C'est moi. Alors, mesdames et messieurs, ainsi présentés, nous allons donc passer au premier sujet de ce dimanche matin. Vous ne restez pas sans savoir que le chronogramme qui doit donc être exécuté dans le compte, pour le compte, j'allais dire, des élections générales de 2026 a donc été rendu public par l'institution en charge des élections en République du Bénin. Plusieurs jours déjà, sinon quelques semaines déjà, ce chronogramme rendu public, le constat sur le terrain, c'est ce qui se passe entre les acteurs politiques. La question qu'on se pose aujourd'hui est celle de savoir si de cette façon, ils réussiront justement ces acteurs politiques à atteindre le bout du tunnel ou bien comment cela peut se passer. Mesdames et messieurs, autour de cette thématique, mes invités en studio, ah oui, justement, vont donc opiner sur la question. Ruben Abadagan, nous allons nous adresser à vous en premier. Vous avez constaté depuis la Sénat a rendu public le chronogramme pour les élections générales de 2026. Les partis politiques en ont reçu, toutes les institutions en ont reçu également, sans oublier les acteurs de la société civile. Mais depuis ce temps, ce qui se passe au niveau des chapelles politiques, vous faites le constat avec nous. Oui, déjà, permettez-moi de m'incliner à la mémoire de nos vaillants soldats qui sont tombés au front les armes à la main à la suite d'une attaque terroriste. Je profite de votre antenne pour leur rendre hommage et pour présenter mes sincères condoléances au peuple béninois, aux familles éplorées et envoyer tout le courage qu'il faut à nos forces de l'ordre et les ondes positives qu'il faut dans leur combat pour l'intégrité territoriale et pour la sécurité de nos citoyens dans le nord de notre pays. Par rapport à votre question, je crois que les partis politiques dans notre pays, dès le lendemain des élections législatives de 2023, sont conscients que dans le deuxième dimanche du mois de janvier, il y aura des élections couplées, les élections législatives et les élections communales, parce que il y a une réforme au niveau du système partisan, il y a eu des modifications au niveau du code électoral et les dates électorales sont encadrées dans la Constitution. Et ce n'est plus comme avant où c'est le chef de l'État qui appelle le corps électoral. Donc les dates sont pratiquement connues parce que la Constitution a encadré la période où nous irons aux élections. Et en 2026, ce sera une première au Bénin d'organiser des grandes élections où nous aurons les communales, les législatives et les présidentielles. Donc les chapelles politiques ont déjà en tête cette date du 11 janvier 2026 qui sera consacrée pour les élections communales et les élections législatives. Et bien sûr, en avril, la date du 12 avril pour les élections présidentielles dans notre pays. Et donc la Sénat déroule son agenda, envoie les partis politiques au charbon, mais les partis politiques sont déjà conscients de ces dates-là parce que ce sont des dispositions constitutionnelles et travaillent déjà d'arrache-pied sur le terrain. Vous allez voir que depuis janvier, quand vous prenez l'exemple du parti Force Cori pour un Bénin émergent, le secrétaire exécutif national du parti, son Excellence M. Paul Roumpin, a lancé le top départ des mobilisations des structures de base. Et le parti a commencé très tôt, depuis le mois de janvier, à procéder au remembrement, à l'étoffement des structures d'arrondissement. Nous avons 646 arrondissements. Tous ces bureaux ont été rétoffés. Et au niveau des communes, les 77 communes, à la date d'aujourd'hui, pratiquement, nous sommes à 99%. Tous les bureaux
communaux ont été rétoffés, ceux qui sont partis ont été remplacés, et il en est de même pour les 24 circonscriptions électorales. Et vous voyez, incessamment, très, très bientôt, il y aura d'autres activités qui seront sur le terrain. Donc, comme le parti FCBE, il y a d'autres partis politiques qui se lisent sur le terrain parce que, n'oubliez pas, les élections de 2026 représentent un enjeu majeur pour tous les partis politiques au Bénin. Et donc, il n'est pas question d'attendre que la Sénat délivre cette feuille de route aux partis politiques pour engager le travail du terrain. Donc, je m'inscris en faux par rapport à ceux qui pensent que les partis politiques ne bougent pas. Oui, les partis politiques bougent et sur le terrain, il y a beaucoup qui sont en train de fouiller le terrain, de mobiliser le terrain, parce que nous aurons plus de 8 millions d'électeurs qui seront appelés aux urnes. Et il faut aller à la conquête des nouveaux électeurs, et il faut rassurer les électeurs traditionnels, et il faut travailler pour remplir les conditions d'éligibilité qui sont aujourd'hui, ma foi, 20% par circonscription électorale. Et donc, par conséquent, aucun parti politique aujourd'hui qui a l'ambition d'avoir des représentants dans les conseils et au Parlement, et en 2026, de présenter un candidat à la présidentielle ne peut pas se mettre dans un immobilisme ou ne peut pas attendre le calendrier de la Sénat avant d'aller investir le terrain. Donc, je crois bien que tous les partis politiques qui ont à cœur quand même de gagner les élections de 2026 sont déjà sur le terrain, sont à pied d'œuvre et mobilisent les structures de base. Justement, les partis sont sur le terrain, on n'en disconvient pas, nous sommes tous d'accord avec vous, mais c'est surtout tout ce qui se constate autour du code électoral, vu que le chronogramme est déjà rendu public et tout, est-ce qu'il ne fallait pas se concentrer justement sur ce qu'il a fait conformément à cette feuille de route rendue publique, au lieu de s'attaquer en tout cas tout autour du code électoral? Vous savez, aujourd'hui, chaque parti politique a sa feuille de route, a ses stratégies. Oui. On ne veut pas venir faire le procès des partis politiques qui ont choisi la contestation jusqu'au dernier jour. Le parti FCBE, par exemple, oui, a eu à faire des récriminations par rapport à ce code électoral. Nous avons eu à dénoncer le code électoral. Mais il arrive un moment où il faut prendre acte. Et nous avons pris acte et nous avons décidé d'aller à ces élections. Quoique les conditions sont difficiles, nous avons décidé d'investir le terrain, de travailler autrement, de mobiliser nos structures de base, d'aller à la sensibilisation, d'aller rencontrer les populations pour les mobiliser. Et parce que nous sommes conscients que la tâche ne sera pas facile, nous avons décidé d'investir le terrain très tôt pour quand même réussir à remplir ces conditions d'éligibilité. Ce n'est pas exclu, et notre premier responsable l'a dit, ce n'est pas exclu que le parti FCBE, dès qu'il aura une opportunité de trouver un accord de gouvernance, qu'il saisisse ces opportunités. Mais en attendant, ce qui concerne le parti FCBE, c'est le travail du terrain parce que nous avons des élections à gagner. Et donc, s'il y a certains partis politiques qui ont opté pour la contestation du code électoral, mais c'est à leur actif, on ne peut pas les condamner pour ça. Parce qu'au départ, nous avons tous condamné quand même des dispositions du code électoral. Maintenant, nous, au parti FCBE, nous avons décidé de prendre acte pour ne pas être surpris par le temps. Alors, si d'autres partis politiques ont opté pour une contestation parce qu'ils sont au Parlement, parce qu'ils comptent sur des rapports de force qui seront inversés dans la perspective de revoir le code électoral avant les élections. Bon, on ne peut que leur accorder ce bénéfice du doute, mais en ce qui concerne d'autres partis politiques, en l'occurrence le parti Force Coli pour un Bénin émergent, dès le début de l'année, nous avons investi le terrain, nous allons à la rencontre des populations, nous leur parlons de notre programme de législature, de l'ambition du parti FCBE qui compte quand même tout faire pour revenir sur l'échiquier politique national, en l'occurrence au Parlement. Et voilà, donc on ne peut pas faire ce procès-là aux partis politiques qui préfèrent être dans la contestation. Voilà. C'est leur feuille de route et on peut les concéder ça. Voilà. Mesdames, concernant nous allons revenir à vous sur cette première question. Vous avez suivi un peu les détails de Ruben sur ce plateau par rapport aux dispositions prises depuis que le chronogramme des élections générales de 2026 a été rendu public par la Sénat. Vous constatez aussi avec nous tout ce qui se passe sur le terrain, justement au sein des acteurs politiques. Merci, M. Mathieu. Je voudrais d'abord féliciter l'FCBE parce que c'est rare de trouver quand même un parti de l'opposition qui, après avoir contesté, quand même réalise qu'il y a un temps pour contester et qu'il y a un temps pour prendre acte. Et ça, c'est leur actif. Cela montre qu'ils sont également dans la dynamique, bien entendu, de réformer le système partisan que nous avions tout le temps déploré. Pour ce qui concerne mon parti politique, comme vous l'avez constaté, une fois qu'on a connaissance de ce code, aucun parti qui souhaite gagner ne peut plus attendre
le chronogramme de la Sénat avant de se mettre au travail. Et donc, à l'UPR, ça ne dort pas. Nous sommes sur le terrain du matin au soir, comme vous le constatez d'abord à travers les médias. Et c'est une question de la remobilisation de la base. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'être un parti d'un département donné pour penser qu'à une élection. Vous savez, quand je prends les députés, on les appelle la représentation nationale. Vous voyez, ça a un sens. Tu ne peux pas être élu seulement dans une commune donnée et penser que tu représentes la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce code que certains partis, en l'occurrence les démocrates, essaient de contester, n'est rien d'autre que l'expression de la représentation nationale que nous attribuons tout le temps à notre Parlement. Alors, pour être élu, oui, il faut quand même avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Ça voudra dire que n'importe quel député, qui soit du Nord, qui soit élu au Sud ou à l'Ouest, représente quand même tous les Béninois, parce qu'il a pu, ou sa liste a pu avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, moi, je ne vois pas que les acteurs politiques se chamaillent entre eux, mais je vois plutôt certains partis politiques qui sont habitués à l'impréparation. Ce n'est pas entre eux, mais plutôt autour du code électoral. Autour du code électoral. Voilà. Mais pour qu'on puisse parler de chamailler, c'est qu'il y a deux acteurs qui s'affrontent. L'Union progressiste ne s'affronte avec personne. Nous avons notre feuille de route, nous y travaillons. Nous avons des objectifs et nous travaillons pour atteindre ces objectifs-là. Donc, chaque parti est libre de faire le débat comme il le faut, mais à l'arrivée, il ne faudrait pas qu'on crie après à l'exclusion. C'est ça le vrai problème. Parce que si vous avez connaissance des dispositions, vous savez qu'il faut avoir 20%, mais vous ne faites rien pour atteindre ces objectifs. Tout le temps, vous critiquez ce qui a été fait, la loi est votée et promulguée, c'est la loi. Ça s'impose à tout le monde. Et c'est à la dernière minute que certains partis politiques vont chercher à se rattraper. Peut-être n'auront pas les 20%. Et il faut commencer par crier à l'exclusion. Et je ne souhaite vraiment pas que nous assistons à ce qui s'est passé en 2019, parce que c'est le même scénario en fait. Ils ne se sont pas préparés, ils refusaient de participer. À la dernière minute, ils ont décidé d'y aller. Vous avez vu les résultats. En matière politique, il n'y a pas d'improvisation. Ça se prépare. Aujourd'hui, l'électorat béninois est un électorat mature. Nous ne sommes plus dans les années 90, 2000 où il faut juste donner quelques billets de banque pour avoir l'électorat aujourd'hui. Non. De plus en plus, les électeurs ont connaissance des enjeux et vous verrez qu'on ne va plus assister au Bénin à des votes sanctions. Parce que tout le temps, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on est contre Y, on vote pour INS juste pour faire partie Y. On ne se préoccupe pas de quel est son projet de société, quelle est sa vision. Mais vous verrez que cela ne serait plus possible parce que l'électorat béninois aujourd'hui est éveillé sur tout ce qui se passe et en son temps saura faire le bon choix. Le bon choix. Voilà. Et vous voyez, de quelle insuffisance souffre tellement ce code électoral afin que ces réactions-là puissent continuer d'être observées sur le terrain? Moi, je ne pense pas que le code souffre d'insuffisance. C'est vrai, aucune œuvre n'est pas faite. Mais la loi n'est pas votée pour aujourd'hui seulement, c'est votée pour l'avenir. Oui. Et donc, ce code, contrairement à ce que certains pensent, moi je pense plutôt que, comme je viens de dire, c'est l'expression de la représentation nationale. Oui. Et ce code oblige les partis politiques à se mettre ensemble, à se parler. Ce code oblige les Béninois à se mettre ensemble, à se parler. Vous savez, si on vous demande d'avoir 20% par circonscription électorale, cela oblige les partis politiques à avoir assez de militants dans chaque circonscription et que ces militants se parlent régulièrement. Vous voyez un peu, si on peut arriver à regrouper 20% dans une circonscription électorale, vous imaginez ce que ça représente? Ça veut dire que dans cette circonscription électorale, il y a 20% de personnes en âge de voter qui partagent des séances d'échange, des séances d'information, et cela ne fait que renforcer l'unité nationale. Vous voyez un peu. Donc, moi, je ne vois pas d'insuffisance, encore qu'on n'a pas encore exécuté suffisamment cette loi pour tirer les conclusions. On a voté la loi à peine. Il faut qu'on l'applique pour détecter les failles et apporter les solutions qu'il faut. C'est pour dire que le code il est perfectible. La loi est votée pour l'avenir. Si,
dans le futur, on constate qu'il y a quand même des failles qu'il faut corriger, eh bien, l'Assemblée nationale prendra des dispositions pour le faire. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il est déjà temps de tirer des conclusions du fait qu'on n'a même pas encore mettre en œuvre ce nouveau code qui pour nous, à l'Union progressiste, le renouveau représente l'unité nationale. L'unité nationale. Voilà. Nous revenons à vous, Ruben Abadagan. Vous avez dit qu'au départ, le parti Foscori pour un Bénin émergent a contesté, en tout cas a réagi justement face, mais finalement a pris acte. Il s'est dit, bon, finalement, il faut donc y aller. Est-ce que c'est-à-dire que vous avez finalement pris, le parti a finalement pris connaissance justement de ce que le code répond justement à ce que, aux réalités justement à laquelle nous faisons face justement ici au Bénin, afin de passer à ces élections, pour une première fois les élections générales en 2026? Vous savez, nous avons opté pour une posture légaliste. Mais ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas de récriminations par rapport à ce code. Et en son temps, nous l'avons dit. Mon ami tout à l'heure a parlé de la question des 20% qui donnerait une certaine légitimité à celui-là qui se réclame être l'élu du peuple. Mais déjà à 10%, dans une circonscription, vous avez déjà une légitimité. Donc quelqu'un d'autre demain peut venir pour dire, bon, les 20% ne suffisent pas, il faut aller à 30%, il faut aller à 40%, non. Donc ce débat-là, c'est un débat qui ne nous mènera nulle part parce que, quoi qu'on dise, il y a des choses qu'on peut reprocher à ce code électoral. Et étant donné que la politique est une question de rapport de force, nous savons que nous ne sommes pas au Parlement, nous ne pourrons pas quand même aboutir à ce que nous appelons comme incohérence au niveau de ce code électoral, nous ne pouvons pas aller à sa correction puisque nous ne sommes pas au Parlement. Et c'est pour cela que nous disons à nos militants, travailler, mobiliser les électeurs, mobiliser la base. Et lorsque nous serons au Parlement, ces choses-là que nous appelons des tests qui peuvent être susceptibles d'être à la base des crises. Lorsque nous serons au Parlement et surtout lorsque nous serons majoritaires, nous pourrons toiletter et corriger ces tests-là. Donc nous ne disons pas que ce qui a été voté ne souffre pas d'insuffisance. Il y a beaucoup de choses que nous avons à reprocher à ce code électoral. Il y a plein de choses que nous avons à reprocher au code électoral qui a été voté, puisque le code électoral a d'abord été voté en 2019. Il y a eu un dialogue politique qui a nécessité un toilettage du code électoral. Nous avons été à une élection et n'avons pas eu le temps suffisamment qu'il faut pour expérimenter les 10% quand il faut aller à 20%. Donc, il y a des choses que nous pouvons avoir comme récrimination vis-à-vis de ce code électoral. Ceci étant, nous sommes des légalistes, nous avons opté pour participer aux élections et non faire la politique de la chaise vide. Et lorsque vous savez que la règle est difficile, et lorsque vous savez que les conditions sont corsées, vous êtes obligé très tôt d'aller sur le terrain plutôt que de vous inscrire dans une contestation qui risque de vous faire perdre le fil. Parce que lorsqu'on parle des grandes élections de 2026, c'est plus de 3000 dossiers pour les communales et c'est plus de 200 dossiers pour les législatives. Et ne parlons pas de la présidentielle où il faut organiser les primaires. Il y a certains partis politiques qui ont un défaut de parrainage, qui n'ont pas le nombre de parrainage qu'il faut. Donc, des partis politiques qui savent qu'ils ont beaucoup à faire, ne peuvent pas s'inscrire dans une contestation à n'en point fini. Et c'est pour cela que le parti FCBE a décidé très tôt d'aller sur le terrain. Et nous avons pour ambition d'avoir 30%, contrairement aux 20%. Parce que nous avons décidé de voir plus haut. Et lorsque vous voyez plus haut, vous avez toutes les chances de remplir les conditions de ce code électoral. Et nous comptons sur nos électeurs parce que en 2023, il y avait 7 millions et quelques électeurs. Aujourd'hui, il y a 8 millions et quelques électeurs. Donc, il y a un réservoir d'électeurs qu'il faut aller puiser, qu'il faut aller convaincre. Et depuis 2016, nous n'avons pas eu des taux de participation qui dépassent les 50%. Donc, il y a un réservoir d'électeurs à aller piocher. Donc, nous avons opté, malgré les difficultés, malgré les récriminations que nous pouvons avoir par rapport à ce code, d'aller à la conquête de l'électorat, d'aller à la base, d'aller discuter avec les populations, de faire le travail de proximité. Et nous espérons qu'en 2023, que nos électeurs puissent quand même donner leur caution à notre parti pour que nous puissions être au Parlement. Et lorsque vous êtes au Parlement, naturellement, et si vous êtes majoritaire, vous pouvez corriger les tests que vous jugez perfectibles. Et voilà. Donc ça, c'est la position du parti FCBE. Ce n'est pas pour autant dire que nous jetons des fleurs au code électoral. Ce n'est pas pour dire que tout ce qui a été voté, nous sommes d'accord. Non. Nous avons plusieurs récriminations, plusieurs griefs. Mais
en tant que légaliste, et étant d'une opposition républicaine, nous acceptons, nous prenons acte et nous nous préparons pour aller aux élections. Et sur quoi serait-il en train de compter justement ces deux partis de l'opposition qui ne veulent pas, ou qui n'ont pas encore compris, comme le FCBE l'ont compris, qu'il faut vraiment agir dans le temps afin de ne pas être rattrapé, afin de ne pas être surpris justement? Non, mais vous savez, l'opposition est plurielle. L'opposition qui est encore dans la contestation est représentée au Parlement. Et donc, je ne sais pas sur quoi ils comptent, mais sûrement qu'ils ont une feuille de route. Et nous, nous observons. Mais en attendant, nous nous concentrons sur nous-mêmes. Et nous nous concentrons sur comment nous allons aller convaincre le peuple béninois, comment nous allons mobiliser nos structures de base pour qu'en 2026, que nous ne soyons pas devant le fait accompli. C'est le plus important pour nous. Voilà. C'est le plus important. Médard Constenon, vous avez suivi un peu votre vis-à-vis qui reconnaît justement, en tout cas dans le parti, reconnaît qu'il faut donc prendre acte et ne pas se laisser distraire pendant tout le temps, au même moment, avec toutes les explications qu'il y a eu autour de ce code électoral. Ces critiques ne manquent pas. Est-ce que vous pensez que de cette manière, on peut atteindre le bout du tunnel? Je pense que oui, tout dépend de l'organisation interne de chaque parti. Je l'avais déjà souligné dès le début. Mais je voudrais quand même rappeler une chose rapidement. Oui, allez-y. Il ne faut pas qu'on oublie qu'est-ce qui a amené à la motivation du code électoral. Le code a été voté en 2019, c'est vrai, mais les députés ne se sont pas levés d'eux-mêmes pour toiletter encore ce code à nouveau. C'est pour se conformer à une décision de la Cour constitutionnelle qui a quand même répondu à une question fondamentale, qui a mené les députés à se prononcer à nouveau. Donc, il n'avait rien à voir avec les conditions d'éligibilité. C'était pour régler la question des maires où, en 2026, il y aura des maires qui seront élus. Voilà, donc c'est pour régler ce problème-là que la Cour a demandé aux parlementaires d'aller faire une relecture. Nous allons revenir à vous. Voilà. Nous allons revenir à vous. Donc ça ne concernait pas les questions d'éligibilité. Permettez à Almeida d'aller au bout de ses idées. Nous allons revenir à vous, Ruben. Voilà. Oui, vous pouvez continuer. Merci Mathieu. Mais comme il vient de le dire, nous avons voté pour des gens qui sont au Parlement, qui nous représentent, et à qui nous avons délégué tout le pouvoir de s'exprimer à notre nom et pour notre compte. Et puis ceux-ci ont estimé que la réforme telle que pensée, qui visait à avoir de grands regroupements politiques, et bien entendu, il fallait quand même rehausser encore un peu les conditions d'éligibilité pour atteindre cet objectif. Je vous donne quelques exemples. Allez-y. Vous savez, c'est quand la Sénat a publié la Sénat et le ministère de l'Intérieur ont publié les partis politiques qui sont à jour vis-à-vis de la loi. Que moi, j'ai eu connaissance de la création de certains partis politiques que moi, je ne connaissais pas. Vous voyez mon niveau dans la politique, mais je ne savais pas qu'il y avait des partis comme ça qui existaient. Vous voyez un peu. Cela voudra dire que l'objectif qui est visé, d'avoir de grands partis politiques, d'éviter d'avoir des partis du Nord, du Sud, des partis de l'Okosa, des partis d'Abomey, vous voyez, n'est pas encore atteint. Si, avec ce code, les gens ont pu créer des partis politiques, et ils ne sont pas connus sur l'échiquier national, ça veut dire que la réforme n'a pas encore atteint l'objectif qui est voulu. Regardez la France, par exemple. Vous voyez, quand on prend aujourd'hui la France, on sait les deux grands groupements politiques qui existent. Les États-Unis, pareil. Prenez l'Afrique du Sud, qui est en Afrique chez nous ici, pareil. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, quand on est dans un système comme ça, il y a ce qu'on appelle la vision qui est pérennisée. Ce n'est plus les idées d'une seule personne, il prend le pouvoir, il fait du pays ce qu'il veut, non. Il y a une vision qui existe pour le pays, et quel que soit le groupe qui prend la tête, il y a des lignes de conduite sur lesquelles l'élu doit passer, il ne doit pas dévier. Ça, c'est l'objectif que vise ces réformes que l'actuel gouvernement mène. Et il ne s'agit donc pas de regarder les intérêts personnels des acteurs politiques. Donc les gens pensent que l'UPR a la facilité d'avoir les 20% dans toutes les circonscriptions, mais c'est très faux. C'est un risque que nous prenons aussi et nous y travaillons. Nous prenons les dispositions pour y arriver. Ce n'est pas gagné d'avance, hein. C'est très faux, ce n'est pas gagné d'avance. Et donc, la loi s'applique à tout le monde, y compris nous-mêmes. Vous voyez, alors que nous sommes majoritaires, c'est nous qui avions voté la loi. Mais nous mesurons l'importance, le poids du travail que cela met à notre charge. Donc quand je vois certains se plaignent des 20%, c'est tout comme si cela ne s'applique qu'à eux et que ça ne s'applique pas à nous autres. Mais oui, Ruben voulait... Oui, Monsieur Mathieu, déjà, il faut dire que l'injonction que la Cour constitutionnelle
a eu affaire au Parlement concernait la question de qui parraine le candidat pour la présidentielle de 2026. Est-ce que ce sont les maires et les députés de 2023 et de 2020 qui parrainent le candidat à la présidentielle en 2026, ou est-ce que ce sont les députés qui seront élus en 2026 et les conseillers qui seront élus en 2026 qui parraineront? Parce qu'il y a eu un problème de date. Voilà, et c'est cette question-là que la Cour constitutionnelle a posée au Parlement, aux parlementaires, de régler. Et donc, c'est profitant de cette opportunité que ceux qui sont majoritaires ont décidé d'aller plus en profondeur. Et oui, je suis d'accord qu'il faut rationaliser le paysage politique. Nous avons adhéré à cette réforme-là en question parce que tous les acteurs politiques sont d'accord qu'à un moment donné, il faut rationaliser le paysage politique. Oui. Aujourd'hui, nous sommes passés de 200 partis politiques à une dizaine de partis politiques. Oui. C'est pour permettre au paysage politique quand même d'être un peu plus clair pour que les idées triomphent. Oui. Mais à côté de ça, il y a quand même il faut aller doucement. Mon ami a parlé tout à l'heure de la France. Lorsque vous prenez un pays comme la France, le système droite-gauche ne marche plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir que la gauche est fragmentée, la droite aussi est fragmentée. Vous allez voir, c'est le centre qui gouverne aujourd'hui en France. Et donc, il n'y a pas de dynamique où c'est seulement deux partis politiques qui contrôlent. À un moment donné, quand vous prenez un parti politique comme Rassemblement National, qui était Front National, n'avait pas de représentants au Parlement. Et d'année en année, le parti a commencé par prendre de l'ampleur au plan local, après au plan départemental et au plan national. Et aujourd'hui, ce parti politique est en passe de gagner des élections présidentielle en France. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les lois que nous avons enterrent définitivement les ardeurs des partis politiques qui naissent nouvellement et qui s'inscrivent sur le long terme. En réalité, c'est là où le problème se pose. Et c'est ce que nous avons dénoncé pour dire, très tôt, déjà, nous avons expérimenté les 10%. Prenons quand même quelques années avec ces 10%-là. Mais déjà, on nous amène 20%. Nous avons pris hâte et nous avons déjà commencé par travailler par rapport à ces 20%, mais il faut dire qu'il y a quand même des choses qu'il y a à critiquer par rapport à ce code électoral. Et nous savons que nous ne sommes pas en position de force, parce que la politique aussi, c'est les rapports de force. Nous ne sommes pas en position de force pour aller à une relecture de ce code. Et donc, nous sommes obligés de prendre hâte. Et lorsque le peuple béninois, qui est le détenteur du pouvoir, parce que nous ne l'aurons pas, ce n'est pas les partis politiques qui ont le pouvoir, c'est le peuple qui a le pouvoir. Et lorsque le peuple décide de faire d'un parti politique, le parti qui va décider dans les années à venir de son sort, je vous ai pris, même les 20% là, un parti politique peut aller jusqu'à 40%. Et même les partis politiques qui sont les instigateurs de ce code électoral peuvent arriver à la fin du décompte à ne pas obtenir les 20% là, même s'ils se mettent en accord de gouvernance, la somme de leur suffrage dans les circonscriptions électorales peut ne pas atteindre ces 20%. Donc attention. Donc, en réalité, nous devons quand même accepter aujourd'hui, prendre hâte, mais ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas de griefs contre le code électoral. Donc, c'est ce que j'aimerais dire à mon ami. Même aux États-Unis, c'est vrai, il y a les républicains, il y a les démocrates, mais il y a aussi d'autres partis politiques qui sont là. Quand vous prenez les conditions d'éligibilité en France pour les législatives, c'est 5%. C'est 5%, contrairement au Bénin où on demande 20% au parti. La tâche n'est pas facile pour un parti politique. Mais, mon frère tout à l'heure a dit 20%, mais les 20% ne concernent pas. Les 20% ne concernent pas tous les partis politiques. Ceux qui auront à faire un accord de gouvernance, eux, déjà, dès qu'ils auront réglé la question des 10% au plan national, ils reviendront à faire la somme de leur suffrage par circonscription électorale. Et si ça atteint les 20%, le problème est réglé. Et ce n'est pas le cas pour d'autres partis politiques qui n'ont pas cette possibilité de se mettre en accord de gouvernance. Et voilà, donc ce sont les récriminations que nous avons eues au départ vis-à-vis de ce code. Mais nous avons déjà pris hâte et nous n'avons pas peur, nous sommes sur le terrain et nous sommes confiants que nous aurons les 30% que nous sommes fixés comme objectif. Et on fera le point au lendemain des 30%. Et c'est après ce point que les FCBE vont prendre la revanche comme le font aujourd'hui les démocrates. Non, de toute façon, moi, Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en position de force, donc il y a de quoi que vous pliez face à tout ce qui se passe. C'est pour cela que nous demandons au peuple béninois de nous donner la force qu'il faut lors des grandes élections qui arrivent. Et nous aurons cette force-là si le peuple décide. Et si nous avons cette force-là, nous serons représentés dans les conseils et au
Parlement. Au moment venu, langue sera abordée, il n'y a pas de souci, Ruben. Alors, Meda, concernant, vous avez suivi tout à l'heure Ruben qui parlait de ce que l'expérimentation des 10% n'avait pas encore été, en tout cas, n'a pas encore atteint l'objectif escompté quand on passe à 20%. Vous l'avez dit, par contre, que les 20% ne sont pas appliqués pour un parti et contre l'autre, c'est pour tout le monde, justement. Vous avez suivi un peu ces analyses? Tout à fait. D'abord, je voudrais préciser que je n'avais pas dit qu'il faut forcément deux partis dans le pays, mais je parle plutôt de deux grands blocs. Vous voyez, comme voilà, rassemblement. Il peut y avoir l'intérêt de ces rassemblements d'autres partis politiques, comme c'est le cas là dans l'exemple de la France. Oui. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même une vision claire. Si nous sommes de l'opposition, voilà notre ligne de conduite. Si nous sommes de la mouvance, voilà notre ligne de conduite. Et quand je dis vision, oui, cela émane non seulement des partis politiques, mais aussi de la société civile. Mais si nous n'arrivons pas à assainir le paysage politique, on ne peut quand même pas avoir une vision à long terme. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut réduire forcément le nombre de partis politiques à deux, mais plutôt faire de telle en sorte qu'au Bénin, même le citoyen lambda puisse savoir avec précision, dans mon pays, il y a tel parti qui a pour telle idéologie, il y a tel parti qui a telle idéologie, il y a tel parti pour telle idéologie. Parce que qui parle de parti veut dire pas d'idéologie. Mais quand nous en avons une panoplie, le citoyen lambda ne se retrouve pas dans les idéologies. Même nous, acteurs politiques, si on doit faire quelques années en arrière, on se demandait même ce qu'est devenu l'idéologie des partis politiques. Parce qu'il y a des partis de la mouvance qui peuvent avoir la même idéologie que les partis de l'opposition. C'est tout un mélange. Mais aujourd'hui, vous voyez, on parle de réforme du système partisan. Cela, on ne fait pas de l'homme sans casser les œufs. Ça va créer, après on va s'habituer, on va passer à autre chose, on va évoluer. Mais dans le temps, je pense qu'on fera le bilan et on verra quand même que c'était quand même une très bonne initiative d'avoir pensé à cette réforme-là. Alors Ruben Abadaga, nous revenons à vous maintenant. Vous avez pris acte au niveau des FCBE. Est-ce que vous ne voyez pas, vous ne pensez peut-être pas qu'il faut faire un travail au niveau de l'opposition afin que tous les partis de l'opposition se mettent dans la même dynamique que vous pour ne pas être surpris par le temps? Bon, vous savez, je ne me ferai pas avocat des autres partis politiques de l'opposition, mais je crois que leur contestation n'empêche pas leur présence sur le terrain, parce qu'ils ont intérêt. Et tous les partis politiques aujourd'hui, que ce soit du côté de l'opposition, comme du côté de la mouvance, tout le monde a intérêt d'aller sur le terrain très tôt. Parce que lorsqu'on parle de 20%, je crois que, ma foi, ce n'est pas une tâche facile et ce n'est pas le moment d'attendre le dernier moment avant d'aller investir le terrain. Et à l'étape où nous sommes, l'opposition est plurielle. Il faut reconnaître que l'opposition au Bénin, elle est plurielle. Ce n'est pas seulement ceux qui sont LD qui sont de l'opposition, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le cas de contestation qui sont de l'opposition, il y a l'opposition FCBE qui n'est pas dans le cadre de contestation, il y a l'opposition RE qui n'est pas dans le cadre de contestation et il y a bien d'autres partis politiques qui ne sont pas dans le cadre de contestation de l'opposition. Et chaque parti politique de l'opposition a une feuille de route, a une stratégie, a une idéologie et nous sommes une opposition républicaine. Et lorsque nous parlons d'opposition républicaine, la FCBE a eu à gouverner pendant 10 ans ce pays. Et lorsque vous avez eu la chance de gouverner pendant 10 ans, vous ne pouvez pas avoir les mêmes réactions que des partis politiques qui n'ont pas eu l'expérience d'exercer le pouvoir d'État. Et c'est pour cela que nous avons opté pour une posture légaliste. Il y a un temps où nous avons eu à contester le code électoral et il y a eu un temps où nous avons pris acte, nous avons commencé par faire le travail du terrain. Et nous profitons de ce canal pour inviter tous les partis politiques à aller à la rencontre de l'électorat, à faire le travail de proximité, parce que s'il n'y a pas de relecture du code électoral, nous sommes obligés de nous plier aux injonctions, aux exigences de la loi, et nous sommes obligés de nous conformer à ce code électoral pour espérer avoir des représentants dans les conseils et au niveau du Parlement. Sur ce premier sujet rapidement, Meda, nous allons conclure pour passer à autre chose, à autre sujet. Moi, je pense que tout est dit. J'invite les partis, que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition, et à relire le code électoral pour s'imprégner et de travailler pour remplir les conditions d'éligibilité. Vous savez, la loi, c'est la loi, je viens de le dire.
Et toute élection est forcément une exclusion. Oui. Quand on dit, peut-être les gens ne comprennent pas. Oui. Je prends l'exemple de l'élection du pape. Ils sont un peu moins de 300 cardinaux, mais il n'y a que 135 qui peuvent être élus ou qui peuvent être candidats. Déjà là, il y a une exclusion, même les religieux. Est-ce qu'il faut parler de l'exclusion si on sait que c'est le non, nombre justement, qui remplissent justement les conditions? Justement, qui parle de conditions, pas d'exclusion. Ben, si tu ne remplis pas les conditions, tu es exclu, n'est-ce pas? Si on dit pour aller à un concours, il faut avoir 18 ans. Pas une exclusion forcée. Tu sais que c'est parce que tu ne t'es pas mis dans les conditions justement, requises. Toute condition. L'exclusion dont parle le Béninois aujourd'hui, c'est que c'est tel test qui empêche tel parti. Justement, mais quand je prends l'exemple des cardinaux, c'est un test qui a fixé les conditions qu'il ne faut pas être électeur à l'élection du pape pour être candidat. N'est-ce pas? Oui. C'est la même chose si je prends les concours que nous passons tous les jours. Il dit qu'il faut avoir 18 ans, il faut avoir 35 ans. Tous ceux qui ont 28 ans sont exclus, mais pas un test. C'est la même chose. Il n'y a aucune élection où tout le monde peut être candidat, tout le monde peut assister au partage des sièges. Il n'y en a pas. Il y a forcément des conditions. Et qui parle de conditions parle forcément d'une exclusion. Donc il faut que chaque acteur politique que nous sommes, nous prenions hâte de ce nouveau code et que nous allons sur le terrain pour y travailler. Un mot rapidement sur ce thème aussi, ce sujet. Non, de toute façon, les partis politiques, notamment le parti FCBE, est déjà sur le terrain. Et dans les jours à venir, nous allons accentuer notre présence sur le terrain et nous rassurons le peuple béninois que FCBE ira à toutes les élections en 2026, aussi bien les communales comme les législatives, que les élections présidentielles. Parce que notre parti politique a vocation à conquérir le pouvoir d'État et nous allons travailler ensemble avec tout le peuple béninois, ceux qui veulent bien travailler avec le parti FCBE. Voilà. Le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou-Vlavonou, de la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025 a été adopté par la majorité des députés, en l'occurrence la mouvance qui a donné justement son quitus pendant que l'opposition incarnée par le parti Les Démocrates a voté contre le dit rapport. La deuxième thématique à aborder justement sur ce plateau du duel ce dimanche 27 avril 2025, c'est justement par rapport à cette question où l'on constate à l'Assemblée nationale que le rapport du président de l'Assemblée nationale, oui, continue d'être voté uniquement par justement la mouvance et les députés s'opposent. Ruben. Bon, vous savez, il faut remarquer que depuis le début de cette législature, les trois partis politiques qui sont au Parlement ont déjà montré la ligne. Quand vous prenez les partis UPR et BR, UPR et le parti Bloc républicain, ces deux partis sont des partis de la majorité présidentielle. Et à chaque fois qu'il y a le vote d'une loi ou d'un rapport, ces partis s'alignent. Et de l'autre côté, nous avons le parti Les Démocrates qui, depuis le début de cette mandature, a pris l'option de tout rejeter. C'est à leur actif, c'est leur stratégie. Et vous savez, si vous me posez la question, à moi personnellement, analyse politique, est-ce que cette méthode est la bonne? Je dirais, bon, c'est leur feuille de route. Vous savez, moi, je crois qu'à un moment donné, au Parlement, il faut mettre en place ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. Parce que le rapport d'activité, ce sont les activités de tous les députés. Les activités qu'ils ont eu à faire à l'interne, le vote des lois. Et depuis le début de cette mandature, c'est systématiquement le rejet. C'est la ligne du parti. Et moi, je respecte cette stratégie-là. Mais cette stratégie répond à quoi? Cette stratégie répond à la sociologie des Béninois, à la manière dont les Béninois attendent voir c'est quoi l'opposition. Et c'est cette manière-là qui fait que le politique est obligé de s'adapter pour ne pas être la cible des critiques. Dès que ces députés-là vont commencer par voter des propositions de loi ou le rapport d'activité, des gens trouveront l'opportunité de les critiquer pour leur dire « Ah, voilà, on vous a envoyé au Parlement, vous votez tout ce que le président Vlavonou sort, vous votez toutes les lois, voilà les rapports d'activité. » Et on constate que vous êtes l'appendice du pouvoir. Et c'est parce que notre société a cette sociologie-là que les politiques font semblant et font l'hypocrisie de s'y conformer
pour ne pas être la cible des critiques. Sinon, normalement, ce qui devait être au Parlement, le Parlement est un lieu de dialogue. Entre partis politiques, de la mouvance comme de l'opposition, il devait avoir le dialogue. Et c'est ce que nous avons proposé au peuple béninois en 2023, lorsqu'on allait aux élections. La diplomatie parlementaire, discuter. Et surtout, lorsque vous êtes minoritaire, vous devez discuter avec la majorité. Vous devez faire des concessions sur telle ou telle chose, surtout que vous avez un calendrier politique. Parce qu'à la fin de votre mandature, on vous demandera de faire le compte rendu de ce que vous avez obtenu pendant cette mandature. Mais malheureusement, dans notre pays, c'est du classique. Lorsque vous êtes de l'opposition, on attend que vous soyez juste dans une position de rejet. Et lorsque un parti politique, comme la FCBE, dit « nous ne nous inscrivons pas dans cette manière de faire l'opposition », on pense que ce parti politique n'est pas de l'opposition. Et c'est parce que nous avons un peuple qui a l'habitude de croire que l'opposition politique, c'est le rejet systématique de tout. Non, mais lorsque vous prenez un pays comme la France, c'est un pouvoir du centre. Quand vous prenez Macron avec Modem et le parti de son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, ils n'ont pas la majorité au Parlement. C'est la gauche qui est arrivée en tête des élections. C'est vrai, la gauche n'a pas une majorité absolue, mais c'est la gauche qui est arrivée en tête des élections. Mais quand vous prenez l'opposition au Parlement, vous allez voir tous les partis de la gauche, le Parti socialiste, Mélenchon, son parti pour la France insoumise. Vous allez voir les écologiques, les communistes, qui sont des opposants. Vous allez voir Rassemblement national, qui sont des partis de l'opposition au Parlement. À eux tous, ils peuvent faire tomber le gouvernement de M. François. Mais pourtant, ce gouvernement est en place depuis. C'est parce que ce sont les idées qui s'affrontent. Vous allez voir le Parti socialiste qui va discuter avec le parti au pouvoir, qui va discuter avec le Premier ministre pour lui dire, voilà les propositions au niveau de telle ou telle réforme, je veux ça. Dès que tu me donnes ça, je ne vote pas contre. Je ne vote pas le vote de censure. Oui. Et normalement, ça doit être comme ça le fonctionnement d'un Parlement. Il doit avoir des débats. Ce sont les idées qui doivent s'affronter. Mais nous avons dans nos parlements, dans notre culture politique au Bénin, ce sont les postures qui s'affrontent et non les idées. Et nous devons aller à cet idéal-là où ce sont les idées qui s'affrontent et non les postures politiques pour plaire à un électorat. Et c'est ce que nous constatons depuis 2023 et l'installation de cette 9e législature, le Parti des démocrates, conscient que toute autre posture, ce n'est pas des idées. Parce que vous allez voir en 2024, qui vous souviennent, lors du vote de la loi du budget de 2024, si je ne me trompe, une session qui a été conduite par le vice-président du Parti des démocrates, qui est actuellement vice-président de l'Assemblée nationale, voilà, qui a conduit la session, et qui est un député démocrate qui a voté pour le budget. Et vous avez vu les récriminations, les critiques dont il a été la cible. C'est parce que dans le subconscient de nous, des Béninois, dans la conscience collective, nous pensons que parce qu'on est de l'opposition, et parce que vous êtes de l'opposition, vous ne pouvez pas donner votre violon à un projet que vous avez eu à amender, où vos amendements ont été pris en compte. Et dès lors que vos amendements ont été pris en compte, la logique aurait été de voter pour ce budget, parce que vous avez fait des propositions qui ont été prises en compte. Mais dès que ce député-là, du parti, les démocrates, a eu à voter pour le budget, il a eu des critiques. Les gens l'ont tassé de vendu. Voilà, donc c'est la sociologie du Béninois. Et rappelez-vous la dernière fois, lorsque le secrétaire exécutif du parti FCBE, Paul Ronquet, a compris que le parti FCBE n'a pas assez de parrainage pour aller seul, sans discuter avec les autres aux élections présidentielles, et parce que le parti s'est inscrit dans la dynamique de participer à toutes les élections, lorsque le secrétaire exécutif national a dit que nous irons discuter avec les partis qui ont surplus de parrainage, ça a provoqué un tollé. Parce que les gens pensent que parce que nous sommes de l'opposition ou de la mouvance, nous ne pouvons pas nous asseoir et discuter. Non, ce sont les idées qui doivent s'affronter et non les postures politiques. Oui, nous sommes de l'opposition, mais nous pouvons quand même discuter sur un minimum. Nous pouvons avoir quand même un consensus et ensemble voter pour ce consensus-là. À mon tour, lorsque je vais introduire une proposition de loi au Parlement, tu votes ma proposition parce que quand tu as amené une proposition, j'ai amendé, j'ai fait les corrections et nous avons voté au Parlement. Ça doit être ainsi. L'animation de la vie politique dans l'hémicycle. Mais malheureusement, on constate que ce sont les postures qui prennent le dessus. Et naturellement, depuis 2023, le Parti des démocrates s'inscrit dans cette posture en votant systématiquement contre un rapport d'activité. Voilà. Étant de l'opposition, Médac Poncenon, Ruben voit que c'est un semblant de vote qui se vote parce qu'il faut il faut suivre la sociologie béninoise et ne pas faire justement un débat d'idées à l'Assemblée nationale. Ce qui s'exprime parce que nous constatons justement à l'Assemblée nationale pour l'adoption justement du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Je pense qu'il a fait une analyse objective.
Vous savez, ce n'est pas étonnant de voir aujourd'hui les démocrates voter encore contre le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Mais déjà, il faut dire que depuis que ce Parlement est installé, vous savez, je me demande qu'est-ce que les députés font de leur droit d'amendement. Parce qu'ils ont droit d'amendement. Ils ne sont pas obligés de voter tout ce qu'on leur propose, mais ils ont le pouvoir de modifier ce qu'on leur propose. Ils ont le pouvoir de dire sur tel sujet, sur tel plan, sur telle disposition, je veux que ça soit libéré de telle manière. Et que cette précision, si ce n'est pas pris en compte dans les commissions, oui. Encore qu'ils ont des représentants dans toutes les commissions, et à la plénière, nous suivons tous la plénière quand même à la télé, en direct. Oui. Ils peuvent quand même faire des amendements, même à la plénière, pour dire, je souhaite que pour tel sujet, les démocrates proposent telle chose pour que nous soyons d'accord et puis nous votons. Mais moi, je n'ai jamais assisté à ça. Quand ils prennent la parole, toute discussion tourne autour de « ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, il faut rejeter, ce n'est pas bon, il faut rejeter ». Ruben a déjà tout dit. Il a cité un exemple, le député Arossi, qui a voté lorsqu'il s'agissait par le passé de procéder à un vote, les critiques et tout. Est-ce que vous pensez, vous, en votre position, que c'est ce qui devrait être normalement? Mais vous savez, il a bien souligné que c'est lui qui a conduit quand même les travaux de cette plénière-là. Vous imaginez quelqu'un qui a conduit les travaux, donc qui a participé à l'élaboration des documents, viendra voter contre des documents. C'est comme s'il a fait quelque chose que lui-même il a rejeté. Non, mais ce serait incompréhensible. Mais c'est parce que c'est lui qui a conduit, qui s'est retrouvé dans l'obligation de voter parce que, comme il a souligné, leur idéologie, ou encore leur posture, c'est de rejeter tout ce qui vient de la mouvance. Et vous savez, vous êtes en minorité. Moi, je me suis toujours demandé. Voilà des députés qui sont en minorité, qui rejettent tout ce qui provient de la mouvance, mais qui demandent que la mouvance leur accorde tout ce qu'ils veulent. Vous voyez, c'est contradictoire. Moi, je propose des choses que vous refusez catégoriquement, sans amendement, et puis vous estimez que tout ce que vous proposez, moi, je dois vous accompagner dedans. Ce n'est pas qu'au Parlement aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se parler. C'est plutôt, il n'y a plus d'idéologie défendue, il n'y a plus d'idées défendues, mais il y a plutôt une position, il y a plutôt une posture, il y a plutôt, je vais dire, ils sont en réalité dans ce qu'on appelle les opérations de charme, pour faire plaisir à leurs militants, pour leur montrer que vous avez envoyé au Parlement, et ce que vous nous avez confié, c'est de bloquer tout ce que le talent veut faire, donc nous bloquons. Même si c'est bon, nous bloquons. Vous voyez, et c'est... Vous voyez, le mal, il est profond, parce que c'est incompréhensible d'avoir des députés qui quand même rejettent un budget, qui leur permet quand même de fonctionner, qui permet de faire fonctionner les commissions dans lesquelles ils siègent, qui leur permet d'avoir le salaire, mais qui ont quand même voté contre. Vous voyez un peu, c'est paradoxal. Parce qu'il faut sur l'idéologie. Parce qu'il faut sur l'idéologie, il faut faire plaisir à certains pour montrer qu'on est contre le régime en place, donc il faut voter contre tout. Et donc c'est pour cela que moi je pense que être opposant ne veut pas dire systématiquement rejeter tout. Être opposant, c'est de dire non, nous pensons qu'on peut faire comme ceci, on peut faire comme cela. Pas dire tout ce qui vient de la mouvance est mauvais, nous ne pouvons pas. Il faut absolument que le Parlement redevienne un lieu de débat, comme cela a toujours été. Et Ruben l'a bien souligné. Il a bien souligné que c'est à partir de cette mandature qu'on a assisté à ça. Nous avons assisté à un Parlement où il y a l'opposition et la mouvance. Il y avait du débat. Les opposants ne rejetaient pas tout ce qui venait de la mouvance. Ils amendaient et puis ils votaient. À un moment donné, on se demandait même s'il n'y avait pas d'accointance entre les deux, mouvance, l'opposition, parce qu'il y avait tellement de débats et qu'à la fin, ils se comprennent et que les lois se votaient quand même de façon consensuelle, quand bien même qu'ils gardaient leur position d'opposants. Vous voyez un peu. Et c'est de ça que nous rêvons. Voilà. Nous ne voulons plus d'un Parlement où tout ce qui vient du pouvoir exécutif, il faut rejeter, même si c'est pour le bonheur de la population. Regardez un député qui rejette le budget de l'État, mais qui vient réclamer qu'il faut construire la voie qu'il met dans son village. Avec quoi on va construire la voie? Il y a un paradoxe. C'est contradictoire. Parce qu'il savait que ce besoin, et cette voie est quand même inscrite dans le budget qu'il a rejeté, mais il vient à la télé pour demander au président de la République de prendre en compte la condition de cette route-là. Alors que tu as rejeté ce que la personne a proposé, dans lequel se trouvait la voie que tu as réclamée. Vous voyez un peu, donc c'est clair que
l'analyse de Ruben est plus qu'objective et montre quand même qu'il ne regarde plus l'intérêt du peuple, qu'est-ce que cela va apporter, mais plutôt, bon, nous sommes de l'opposition, donc on vote contre. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pensez-vous justement que cette option, c'est-à-dire cette manière de faire, peut quitter la tête du Béninois d'un jour à l'autre? Ben, tout à fait. Moi, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, les Béninois ne sont plus les Béninois d'hier. Hein. Les Béninois sont de plus en plus éveillés. Et vous verrez que les jours à venir, les élections à venir, vous constaterez que le choix des Béninois tiendra compte, bien entendu, des visions que leur a présentées chaque parti politique et non la position de chaque parti politique. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons vision, nous ne parlons plus. Vous voyez, si je prends le cas de l'opposition, ce qui empêche pour moi aujourd'hui l'opposition à se mettre ensemble, c'est qu'il y a certains partis qui ne voient pas le parti en réalité, mais voient leur personne. Mais s'ils voyaient le parti, ils doivent constater que si un parti ne va pas à une élection, chaque fois qu'un parti rate une élection, le parti perd en vitesse électorale. C'est un fait. Et du coup, si les acteurs ne se regardent pas, mais regardent le parti, ils doivent savoir qu'ils doivent tout faire pour se mettre ensemble, parler de la même voix. On peut être de l'opposition républicaine et se mettre avec une opposition qui n'est pas républicaine. Tout dépend de comment l'opposition qui n'est pas républicaine concevoir la notion d'opposant. Tout le problème est là. Et c'est pourquoi Ruben parlait débat d'idées et non de position, non de posture. Et je m'inscris 100% dans cette logique-là. Voilà. Pour conclure rapidement, Mesdames, concernant pour cette émission, quel message avez-vous à l'endroit de toute la population béninoise? Je voudrais quand même demander à toute la jeunesse béninoise, puisque je suis jeune, que la jeunesse doit éviter désormais ce que j'ai appelé le vote sanction. Et que la jeunesse doit être éveillée, la jeunesse doit prendre connaissance de chaque projet de société, de chaque candidat, de chaque parti politique, pour voir et trier ce que la jeunesse juge nécessaire pour son épanouissement. Il ne s'agira plus, parce que c'est Jean, il faut voter pour Jean, parce que c'est Pierre, il faut voter pour Pierre. Non, qu'est-ce que Pierre propose à la jeunesse béninoise? Qu'est-ce que Pierre propose pour le développement de ce pays? Quel est son projet de société? Je pense que je demande à toute la jeunesse de garder un degré de vigilance très élevé pour que les discours, quand les discours vont commencer, qu'ensemble, nous, jeunes de ce pays, nous puissions trier le vrai du faux et choisir ce qui nous arrangerait pour ce pays. Alors nous sommes à vous, Ruben, quelques mots rapidement pour conclure, quelques secondes. Bon, pour conclure, je crois que mon invite au peuple béninois, c'est que dans moins d'1 an, nous irons aux élections. Moi, j'invite le peuple béninois à avoir des comportements de paix, parce qu'aucun développement ne peut être fait dans l'instabilité. Donc, chaque Béninois doit travailler de son côté pour maintenir la paix, pour garantir la stabilité de notre pays. Et il en est de même pour tous les partis politiques qui animent l'espace politique. Ensemble, travaillons pour la paix, travaillons pour le développement de notre pays. Et en 2026, nous voulons assister à des élections festives où ce sera une réconciliation entre les électeurs et la classe politique avec une forte participation de la population à ces élections, et que vive le Bénin et que vive notre démocratie. Merci. Les rideaux sont ainsi tombés sur le diel de ce dimanche 27 avril 2025 dans le studio de E-Télé. François Xavier Noumon en ligne, bien évidemment. En ce studio avec nous, il y avait donc Ruben Abadagan. Il est membre du parti des Foscori pour un Bénin émergent. Et en face de lui, Meda Conseillon, juriste, doctorant en droit, membre du bureau politique du parti Union progressiste, le Renouveau. Avec mes invités en studio, nous avons donc abordé deux thématiques de faits qui ont marqué l'actualité. Élection générale 2026 au Bénin, chronogramme connu, les acteurs toujours dans la chamaille sur le code électoral. Nous en avons parlé. Adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Bounouvla. Nous toujours sans l'opposition, les avis, vous les avez donc compris. Dimanche, cette politique se poursuit juste après nous, mesdames et messieurs. C'est Maël Lawson qui prend donc le contrôle avec 26 minutes en Afrique et dans le monde. Quant à moi, mesdames et messieurs, on se retrouve encore dimanche prochain par la grâce de Dieu avec le même plaisir. Portez-vous bien. Excellente journée à vous.